voudrais savoir comment vous est venue l'idée de ce jeu. Donc, alors, le Gypto, c'est une synthèse intéressante, je pense, de la culture traditionnelle de la Sibérie et de la science moderne. J'étais professeur de l'université d'Yakoutsk, je suis autochtone de la Sibérie. Et voilà, bon, alors l'idée de ce jeu est venue parce que j'étais moi-même chasseur, on peut dire, et d'autre part, j'étais spécialiste de la théorie mathématique du jeu. Quel est le lien entre la chasse et la théorie mathématique? Parce que je suis spécialiste de la théorie de la poursuite optimale. Et derrière ce jeu joué par des enfants de 4 ans, qu'est-ce qu'il y a pour un mathématicien comme vous? Bon, alors, c'est un jeu dont la théorie est très complexe. C'est un jeu qui est même plus complexe que le jeu d'échecs. Bon. Je peux même ajouter que, comme maintenant l'ordinateur a battu le champion du monde d'échecs, tandis que pour le Gypto, théoriquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, l'être humain garde toujours sa chance devant l'ordinateur pour le Gypto. Et si vous demandez pourquoi, c'est un peu long à expliquer, mais brièvement, on peut dire que c'est un jeu dynamique, l'information parfaite, comme le jeu de dames, le jeu d'échecs, mais c'est un jeu avec plusieurs critères, et c'est un jeu avec l'infinité des parties, le nombre infini des parties. Selon vous, quel est l'avenir de Gypto? Bon, comme je suis auteur, alors ici, j'espère que l'avenir sera prometteur, mais ici, je voudrais citer l'opinion du docteur André Diedic, qui est président de la Commission française de l'enseignement des mathématiques. Il pense que le Gypto semble avoir tous les qualités pour devenir le vrai classique, comme le jeu de dames, le jeu d'échecs, Go, etc. Donc, on espère qu'il a raison. Gypto est aussi une œuvre d'art. Oui. On peut parler de l'art de Gypto. Pourquoi en fait? Parce que c'est un jeu qui représente des règles qui sont très libres pour la création. C'est pour ça qu'on a exposé ici des choses très différentes, faites par les amateurs et par les professionnels du monde de l'art. Ça commence par l'œuvre d'un des plus célèbres artistes de Yakoutie, Afanassi Osipov, qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts de Russie. Et c'est un jeu qui représente les paysages de Yakoutie et des animaux de Yakoutie et des nuances des couleurs des paysages de Yakoutie. Et il représente le déplacement dans l'espace soi-disant réel. C'est vraiment une poursuite, une vraie chasse.
Il y a aussi les œuvres abstraites, en fait, qui construisent un espace magique où il y a une poursuite symbolique. Donc, ils sont basés sur l'art folklorique de Yakoutie, qui montre les symboles de l'art folklorique, où les joueurs peuvent composer leur propre espace de poursuite magique. On peut aussi... Est-ce que cela veut dire que ce jeu est fondamentalement yakout? Est-ce que c'est un jeu qui est typique d'un peuple boréal? Ce sont ses racines, mais il dépasse ces dimensions. Et cette exposition, elle le montre. Parce que, donc, on commence cette exposition par les œuvres qui traitent l'art traditionnel yakout, qui nous renvoient à ces références. Mais il y a des autres choses. Les choses abstraites dont j'ai parlé, par exemple, il y a des œuvres qui sont basées sur l'univers des grands artistes comme Piet Mondrian ou Kandinsky, qui sont exposés ici. Là, ça donne une poursuite symbolique des couleurs, des formes abstraites. Donc c'est tout à fait possible de créer des jeux dans tous les pays, jeux d'Égypto. Je présente aussi deux œuvres qui m'appartiennent, qui sont pas très adaptées, pas strictement aux dimensions données par les règles d'Égypto, mais qui sont tout à fait utilisables pour jouer à ce jeu. Ça, c'est une gravure de forme d'un rond. Ici, on peut déplacer le pion de l'intérieur et de l'extérieur. Ça va donner un autre mouvement, mais c'est tout à fait possible. Égypto prévoit ça aussi. C'est une gravure en couleur. En même temps, c'est une œuvre qu'on peut exposer ou garder à la maison. Il y a une dernière partie qui sont des objets décoratifs, c'est-à-dire ce sont des choses qui servent à orner en intérieur de la maison, des vraies petites sculptures, des pions faits d'ivoire, très jolies choses de bois qui sont faites en Yakoutie et ailleurs. Ce sont en même temps, les jeux d'Égypto, les objets fonctionnels, et ce sont des éléments de décor. Donc à travers l'art aussi, l'Égypto sonore, qui est un jeu de création récente, en fait s'inscrit dans une tradition qu'on peut rapprocher de celle du jeu d'échecs ou d'autres jeux. Oui, tout à fait. C'est une grande tradition historique qui mérite beaucoup de discussions, des analyses en soi, des thèses. Les grands artistes faisaient des jeux comme Goya ou Léonard de Vinci. Et Égypto, il s'introduit tout à fait bien dans cette grande tradition des rapports des jeux de l'art. Si on peut dire que les jeux sont des objets qui servent à jouer, l'art c'est un lieu où on joue. Onze, 7. C'est Vasily qui a gagné. La version magnétique. Encore notre livre avec dédicace. On va finir. Félicitations. C'est classé 3e, Monsieur Prokopi Vassiliev. Voilà. Alors, le champion du monde du gypto pour les élèves des écoles maternelles, Monsieur Vassili Mesnikov. Au gypto, qu'est-ce que tu aimes dans le gypto? C'est les petits personnages, comment ça se déplace. Regarde-moi, qu'est-ce qui te plaît des petits personnages? Oui, Et tu y joues souvent? bah si je peux à la maison, oui. Contre qui est-ce que tu joues? Contre ma maman, Et qui est-ce qui est le plus fort? c'est moi. Donc tu aimes bien, qu'est-ce que tu as comme petit personnage?
Comme j'ai pas des vrais petits personnages, je prends des personnages qui sont pas pareils, mais la taille est complètement pareille. Ça fait longtemps que tu joues? Non, pas très longtemps, mais longtemps. Donc tu es la seule personne qui ne soit pas Yakout. Tu es fière de ça? Oui. Tu es contente? Oui, Pourquoi? parce que si j'aurais été un Yakout, je trouve que ça serait un peu tricheur parce que les Yakouts, ils ont joué trop longtemps, depuis qu'ils étaient bébés au moins. Est-ce que l'année prochaine, tu vas encore faire le championnat? Oui, Est-ce que tu feras mieux l'année prochaine? Est-ce que tu seras la championne du monde? oui. J'espère. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ça tourne. Qu'est-ce qui vous amène ici? Mon nom est Joseph Pott. Je suis ici dans cette sympathique réunion parce que je représente le projet LinguaPax, qui est un projet du secteur de l'éducation et qui a pour objectif de promouvoir la pédagogie des langues. Alors ce qui nous intéresse beaucoup dans ces jeux d'enfants, c'est que c'est une façon extrêmement habile et extrêmement motivante pour les petits-enfants de s'initier à une technique. Ici, il s'agit de la technique mathématique, mais nous sommes intéressés pour savoir si on pouvait et on pourrait éventuellement utiliser les jeux pour enseigner également les langues, les rudiments de la grammaire à des enfants de fin de maternelle, par exemple, au début de primaire, en jouant, en s'amusant, parce que nous pensons que si la pédagogie s'appuie sur le vécu de l'enfant, sur ses besoins en matière de jeu, d'amusement, cette pédagogie sera beaucoup plus vivante, beaucoup mieux sentie que ces vieilles méthodes didactiques, par exemple en grammaire, qui nous embêtaient beaucoup. Et je suis très sensible aussi à ce jeu de calcul, d'initiation mathématique de mon ami Grégory Tolsky, parce qu'il a su innover dans ce domaine en partant encore une fois de situations culturelles que l'enfant connaît bien dans ce milieu des Yakoutes, qui sont traditionnellement liés à la chasse et à la pêche pour une grande partie de leur activité de subsistance. Et il y a là une récupération extraordinaire de la tradition qui s'oriente vers des perspectives tout à fait modernes, car pouvoir s'initier à toute cette formation logico-mathématique que l'enfant doit aborder de façon aussi concrète que possible, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît fondamental, très moderne et très actuel. Est-ce que vous avez le sentiment Est-ce que vous pensez que les enfants ont le sentiment d'apprendre quelque chose lorsqu'ils jouent au Gipto? Ah, je ne le pense pas, je ne le pense pas. Je pense que tout cela est très intériorisé. Moi, je trouve qu'ils ont l'impression de s'amuser d'abord. Mais ils le font avec un tel sérieux et une telle motivation qu'on comprend qu'ils sont conscients de s'être exercés à quelque chose, à une activité qui peut déboucher sur un cheminement intellectuel. Et c'est là le gros intérêt justement de cette pédagogie qui rejoint les pédagogies les plus nouvelles. Apprendre sans en avoir l'air. Apprendre en s'amusant. Voilà, je crois, le point fort de cette démarche.